Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste consacrée cette semaine à un grand maître tibétain du 19e siècle, Jamgon Kongtrul Rinpoche. Son empreinte reste encore très présente dans le monde d'aujourd'hui, par le rayonnement de sa personne, l'abondance de ses écrits et par la continuité du mouvement Rimé, un mouvement non sectaire du bouddhisme tibétain dont il fut l'un des initiateurs. Alors, quelle est plus précisément son histoire? Dans quelles conditions a-t-il été élevé? Quelle a été son activité? Comment travaillait-il? Et enfin, qui furent ses successeurs? Je vous propose de voir toutes ces questions avec notre invité, Thierry Lamourou. Thierry Lamourou, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme tibétain depuis 35 ans, à peu près. Vous êtes un disciple de Kalu Rinpoche. Vous intervenez au sein de l'école pratique des hautes études de tibétologie. Vous traduisez également de nombreux ouvrages et vous travaillez actuellement sur la traduction en français de l'œuvre de Jamgon Kongtrul Rinpoche. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps, Thierry Lamourou, l'enfance de ce grand maître, une enfance qui était déjà assez exceptionnelle, hein? Alors effectivement, Kongtrul est un personnage remarquable dans l'histoire du Tibet, et à dessein je dis remarquable et non pas exceptionnel, puisque la culture tibétaine, sans verser dans la tibétolatrie, disons la culture tibétaine, a su produire au fil des siècles un nombre assez conséquent de penseurs remarquables. Et donc c'est ceci qui est exceptionnel. Pour Kongtrul Rinpoche, donc Kongtrul, appelons-le Kongtrul, il est né donc en 1813 et il va mourir en 1900. Il naît au Tibet oriental, dans la région du Kham, et dans cette région, en particulier dans le royaume de Derge, dans une famille aimante. Son père biologique est en fait est issu du clan Kyung, un clan très fameux au Tibet, puisque de lui étaient sortis des personnages comme Milarepa Lyogi ou Khenpo Neljor, initiateur de la lignée Shangpa, et ses premières années, eh bien, sont destinées à l'éducation ordinaire ou classique d'un jeune tibétain. Donc ses parents sont ses professeurs, en particulier son beau-père, dont il dit qu'il se montrait d'une grande rigueur dans la tenue de ses études. Lui-même donc apprend à lire assez jeune, vers 5-6 ans. C'est un domaine qu'il maîtrise relativement rapidement dans ses écrits. Il dit lui-même que très tôt, il avait pris l'habitude de décrire ses rêves. Tous ses rêves, il les notait depuis sa prime enfance, dans des registres dont lui-même disait qu'il était assez important. Il notait ses rêves et ses expériences méditatives. Il était intéressé également par tous les arts picturaux, par la médecine traditionnelle et par tout ce qui touche à la flore médicinale. Au niveau religieux, eh bien, il étudie et il pratique la tradition de ses parents, qui est la tradition Bön, donc cette ancienne tradition religieuse qui existait au Tibet avant même l'arrivée du bouddhisme, disons, à la fin du premier millénaire. Alors la particularité aussi de son enfance, c'est qu'il a été ordonné, et pas une fois, mais deux. Voilà, alors il a été ordonné 2 fois, parce qu'assez vite il est repéré en fait pour ses qualités par les autorités monastiques, disons elles bouddhistes, et il intègre pour la première fois le grand monastère de Setchen, qui lui est un monastère d'obédience Nyingmapa, qui est dirigé par Setchen Unchul, qui devint l'un de ses maîtres spirituels, et auprès de lui, eh bien, et dans ce contexte, disons, il étudie les 10 domaines du savoir tels qu'ils étaient établis au Tibet à l'époque, donc les 5 domaines majeurs et les 5 domaines annexes ou mineurs. Donc ça allait donc des beaux-arts à la médecine, à la logique, à l'étude du sanskrit, à l'étude de la religion, et tous les arts qui ont trait en fait au langage, la poésie, la prosodie, la terminologie, la lexicographie, etc., ainsi que l'astrologie. Il prend l'ordination la première fois à Setchen. Malheureusement, à son grand désarroi, on lui demande de reprendre pour la 2e fois l'ordination au monastère de Pelpung, monastère encore plus important que Setchen, lui dirigé par les Situ, et en qui plus est, on l'oblige pratiquement à devenir un Tulku, à endosser le rôle de Tulku, ceci pour éviter en fait d'être capté par l'administration laïque qu'il avait repéré, donc l'administration de Derge. Tous ces ensembles d'événements en fait
façonne il arrive là à peu près à 20 ans, le façonne d'une façon particulière. Il comprend que le clivage, le cloisonnement entre les lignées sont un frein spirituel important pour lui. Et donc ça jouera un rôle considérable dans sa vie par ailleurs, on en reparlera. J'aimerais que l'on revienne maintenant sur ses maîtres. Il en avait deux principaux, je crois. Alors des maîtres, il en a eu effectivement, il en a eu plusieurs, disons. Je vous ai cité cette Genunjul, le 9e Situ Rinpoche, donc du monastère de Pelpung, et surtout il a eu des maîtres, son mentor, disons, durant son existence, à savoir Khense Wangpo. Donc Khense Wangpo était un maître qui a eu une position par rapport au bouddhisme, une position complètement ouverte. On dit que c'est l'un des rares maîtres en fait qui avait reçu toutes les transmissions des 8 courants d'accomplissement spirituel au Tibet, et ceci par les 7 méthodes de transmission dans lesquelles je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais c'était un maître qui était complètement ouvert à toutes les autres traditions. Donc Khense Wangpo, son ami, son confident Chögyal Lingpa également, lui qui lui a révélé en fait la présence de toute cette collection de ce qu'on appelle les termas, les trésors spirituels enfouis. Alors on présente souvent Jamgon Kongtrul Rinpoche comme l'un des initiateurs du mouvement Rimé. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit, Thierry Lamourou, dans un premier temps, et nous dire aussi pourquoi est-ce qu'il est présenté ainsi? Alors, initiateur, c'est pas véritablement un initiateur. C'est toujours sous l'influence très constructive de Khense Wangpo que Kongtrul donc comprend qu'il y a cette nécessité à mettre un terme à tous ces clivages sectaires qui s'étaient mis en place au fil du temps au Tibet depuis quelques siècles. Donc c'est un courant qui existait déjà depuis longtemps, de siècle après siècle, de ces maîtres qui étaient en fait ouverts à toutes les traditions. Le mouvement Rimé n'est pas véritablement un mouvement, c'est une approche, c'est une façon de voir l'enseignement du Bouddha. C'est de la même façon qu'on dirait qu'aujourd'hui la démocratie n'est pas ni un parti ni un mouvement, mais un état d'esprit ou un principe, disons, un principe. Et bien là, c'est le principe du non-sectarisme, une sorte d'éclectisme spirituel, sachant se mettre à l'abri aussi bien du syncrétisme, dans lequel on ferait un mélange de toutes les traditions, mais également mettre de côté toutes les formes de sectarisme. Proposer donc une approche de l'enseignement du Bouddha qui retourne aux sources et qui retourne à l'expérimentation au-delà de ce que sont les simples mots. Alors, son œuvre, on vient de le voir, au sein du Dharma, a été très importante. Il a fondé de nombreux centres de retraite. Mais on retient aussi son œuvre littéraire, puisqu'il a entrepris de composer plus de 90 volumes, justement, sur les enseignements des grandes lignées, donc dites majeures et mineures. Donc, certains qu'il a écrits lui-même et d'autres donc qu'il a juste entrepris de rassembler. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, l'œuvre littéraire de Kongtrul est effectivement immense. Elle couvre, suivant les éditions, comme vous me dites, 90 volumes, et dans d'autres éditions, par exemple dans l'édition de Paro au Bhoutan, 1980 ou 85, on a plus de 160 volumes, ça dépend des éditions. Et son œuvre, donc, qui est appelée les 5 trésors, eh bien, couvre justement tout le processus de la diffusion de l'enseignement du Bouddha et toutes les instructions du Bouddha, et en particulier tous les courants qui ont permis cette transmission. Donc parmi ces 5 trésors, il y en a véritablement, à mon avis, 3 qui sont véritablement de culture rimée. Les 2 autres, non pas qu'ils ne soient pas rimés, mais ils sont plus spécialisés. Il y a un trésor, par exemple, des instructions tantriques propres à la lignée Kagyupa. Toutes les instructions qui avaient été transmises par le maître Marpa au XIe siècle à un de ses grands disciples, Noctun. Il y a une deuxième collection, la plus large, plus de 100 volumes, dans l'édition de Paro dont je vous parlais. C'est le trésor qui compile toutes les instructions liées au terma. Ces trésors spirituels enfouis donc, que l'on doit à l'origine à Guru Rinpoche au 8e siècle. D'autres collections, donc comme le trésor des instructions spirituelles, elles décrivent très précisément et sont une compilation très précise de toutes les instructions spirituelles directes données d'un maître à un disciple dans les 8 grands courants d'accomplissement. On appelle ça les 8 chars d'accomplissement, les Tibétains les nomment ainsi, les 8 chars d'accomplissement au Tibet. Et puis d'autres grandes collections des instructions vastes, des enseignements vastes. Là, on retrouve les propres œuvres de Kongtrul Rinpoche, ainsi que dans la dernière, la plus petite collection, le plus petit trésor, le trésor de la connaissance, que fois on nomme l'encyclopédie, sur laquelle et des traducteurs américains et des traducteurs français, dont je suis un modeste participant, donc travaillent à la traduction. Et là, on couvre tout le bouddhisme,
sous son aspect cosmologique, son aspect historique et son aspect religieux. Alors, parlons maintenant, si vous le voulez bien, de ses successeurs, hein, le deuxième et donc le troisième, avant de venir au Kongtrul actuel, qui a 16 ans maintenant. Donc le deuxième successeur de Jamgon Kongtrul. Alors le deuxième successeur était appelé Khyentse Öser. Lui, il naît en 1902. Il est fils du 15e Karmapa, Kakab Dorje, et il sera maître du 16e Karmapa, Rigpe Dorje. Très vite, donc, il passe à Tsadra, qui sont les centres de retraite, en fait, fondés par Kongtrul, adossé au monastère de Pelpung, et il y demeurera pratiquement toute sa vie. Il aura un grand nombre de disciples extrêmement fameux, dont des disciples qui existent encore aujourd'hui. Un maître qui m'est personnellement cher au cœur, comme Tengar Rinpoche. Lui, Tengar Rinpoche nous parle, nous raconte comment auprès de lui, auprès de Khyentse Öser, comment il recevait les instructions, les cycles de transmission. Et donc il est mort relativement jeune, avant d'atteindre 50 ans. Il a dû mourir en 51 ou en 52. Et il a eu un nombre très conséquent de disciples dont certains sont encore vivants à l'heure actuelle. Alors son successeur a eu un destin moins heureux, si j'ose dire. Son successeur a eu un destin moins heureux, effectivement. Il est né en 1954, il est né lui aussi à Lhasa. Il a été très rapidement donc dans le giron, si l'on peut dire, de Rigpe Dorje, le 16e Karmapa, qui l'avait découvert et qui l'avait désigné en quelque sorte comme le troisième successeur des Kongtrul, enfin le troisième dans la lignée des Kongtrul. On l'a vu, nous, en Europe, on l'a vu en Occident, un personnage très attachant et qui, lui, s'était très vite tourné vers la mise en place d'institutions, d'associations d'ordre humanitaire, d'ordre caritatif et autres, pas seulement en Orient, mais également en Occident, dans beaucoup de pays. Et malheureusement, ce fut véritablement un grand drame, disons, en particulier dans tout le monde bouddhiste, mais en particulier dans la lignée Kagyu, lorsqu'en 1992, il est décédé dans un accident de voiture, malheureusement. Et alors l'actuel Kongtrul a 16 ans, il étudie, j'imagine. Alors voilà, l'actuel Kongtrul, lui, est né en 1995, oui, il est dans sa 16e année. Il est auprès des meilleurs tuteurs qui avaient déjà été aux côtés de son prédécesseur. Il est en train d'être à ses côtés, formé, éduqué, un peu, et dans les domaines traditionnels, bien sûr, mais également dans des domaines aussi bien linguistiques et autres, plus modernes, pour le mettre au contact de façon beaucoup plus aisée avec ceux dont il va être amené à faire la connaissance dans un avenir maintenant certainement relativement proche, puisqu'il va bientôt terminer ses études. Il est remarquable de dire que toutes les institutions qui avaient été fondées par son prédécesseur ont su, pendant la période de vacances, disons, pendant la période intermédiaire, eh bien, ont su être maintenus, ont su être développés, et ceci, en fait, grâce à toutes les structures très fermes, très posées que son prédécesseur avait su mettre en place à l'époque. Très bien. Je vous remercie infiniment, Thierry Lamoureux, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques livres que nous vous conseillons. Tout d'abord, le livre sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Vie de Jamgon Kongtrul, traduit par Richard Baron et publié chez Claire Lumière. Vous y retrouverez le récit de la vie passionnante de ce grand maître tibétain du 19e siècle. Kalu Rinpoche, Reconnaître le sens de la vie, aux éditions Marpa. Vous y retrouverez à la fois les fondements communs à toutes les écoles du bouddhisme, ainsi que des enseignements inédits de ce grand maître tibétain, présentés de manière claire et simple. Et enfin, Et si le bouddhisme vous changeait la vie, de Chakdut Tulku Rinpoche aux éditions Claire Lumière. L'auteur nous explique dans ce livre pourquoi nous souffrons et comment nous pouvons éliminer les causes de la souffrance, comment nous pouvons gagner, pour nous-mêmes et pour autrui, la liberté ultime. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À dimanche prochain.